Ce matin, nous recevons Lies Loufoque. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes éducateur spécialisé, membre du Conseil national de la protection de l'enfance, également chargé de campagne et de mobilisation au sein de l'association Repère, un réseau d'entraide porté par les anciens jeunes placés et pour les jeunes placés. Vous êtes vous-même un ancien enfant placé. Vous avez raconté votre histoire dans un livre paru en 2014, Dans l'enfer des foyers, livre qui a été récemment adapté à la télévision, L'enfant de personne. Vous avez connu les familles d'accueil, les foyers, les maltraitances des familles, la maltraitance entre enfants, la maltraitance des éducateurs. Le téléfilm a été diffusé sur France 2, excusez-moi, et regardé par 3 millions de personnes. C'est moi qui m'étouffe. Je suis vraiment désolée, pardon. Vous avez reçu beaucoup de témoignages, et notamment d'anciens enfants placés. Ce téléfilm a libéré la parole, excusez-moi, encore. Pardon, oui. Donc non, évidemment, le téléfilm a contribué à libérer la parole. Après, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, particulièrement depuis 2014, c'est, on va dire, l'année où on a eu une vague de témoignages successifs d'anciens enfants placés au travers de livres, donc le mien notamment, mais pas que, celui de Hakan Marty, par exemple, ou de Stéphanie Caillé, qui ont également été amenés à prendre la parole, ont aussi contribué à libérer la parole. Après, là où on est, là où je suis assez inquiet, c'est que le nombre de témoignages reçus d'enfants, de mineurs, qui sont actuellement encore placés auprès des services d'aide sociale à l'enfance ne font qu'augmenter. Ils ne diminuent pas, et bien souvent, ce sont des témoignages qui relatent des faits de maltraitance, de violence, qui pointent des failles dans notre système de protection de l'enfance, qui sont des failles déjà identifiées et pour lesquelles les réponses n'ont toujours pas été réellement posées. Donc c'est plutôt inquiétant de voir que de génération en génération, on répète exactement les mêmes choses, que les problèmes sont les mêmes et que malheureusement, cela perdure dans le temps sans réelle prise de conscience. Vous avez l'impression que rien ne bouge finalement, puisqu'en 2019, l'État a créé un secrétariat d'État chargé de la protection de l'enfance. On est en 2021. Est-ce qu'il s'est passé des choses ces 2 dernières années, même si c'était une des priorités d'Emmanuel Macron en créant notamment ce secrétariat? Alors oui, je voudrais quand même repréciser que quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, la première acte qu'il a posé en matière de protection de l'enfance, ça a été de supprimer ce ministère qui existait sous le quinquennat de François Hollande. Il l'a évidemment remis en 2019, donc il a réparé cette injustice du début de mandat. Et le fait est que depuis 2019, avec l'arrivée d'Adrien Taquet, la situation n'a pas évolué. Moi, toutes les revendications que l'on porte, qui sont des revendications qui permettent de réformer en profondeur le système d'aide sociale à l'enfance, n'ont toujours pas été mises en application. Je pense notamment à l'interdiction, ou en tout cas à l'obligation plutôt, faite aux départements qui sont en charge de cette politique publique, de prolonger la protection de tous les enfants placés après 18 ans, parce qu'en France, encore aujourd'hui, on sait qu'un jeune SDF sur 3 de moins de 25 ans est un ancien enfant placé. Ce taux atteint des proportions phénoménales quand on regarde plus spécifiquement la population générale des personnes sans domicile fixe, puisqu'on sait qu'un SDF sur 4 en France est passé par la case foyer et famille d'accueil. Donc ça, c'est une mesure de bon sens sur laquelle on attendait des actes forts qu'on n'a pas obtenus. On attendait également à ce qu'il y ait davantage de contrôle dans les foyers, dans les familles d'accueil, puisque la situation est telle qu'aujourd'hui, des enfants peuvent être victimes de mauvais traitements, de maltraitance dans certains établissements, sans que cela ne soit repéré, diagnostiqué avant parfois plusieurs années. Donc on voulait une instance nationale indépendante de contrôle, nous ne l'avons pas obtenue. On demandait à ce que chaque enfant placé ait le droit, la possibilité d'être assisté d'un avocat du début de son placement jusqu'à la fin de son placement. Aujourd'hui, le Code civil ne le permet pas. On nous a dit que ça coûtait trop d'argent, donc on ne l'a pas obtenu. Voilà, malheureusement, je pourrais continuer comme ça sur un certain nombre de sujets, ce qui me laisse dans un sentiment très, très décevant. Voilà. Il y a quand même des avancées. Il y a notamment une loi qui a été votée à l'Assemblée, un projet de loi qui doit être étudié là, les 14 et 15 décembre au Sénat. Ouais. Il y a quand même des petites avancées dans cette loi, des petites choses positives. Évidemment, heureusement. Donc on peut se féliciter de 2 choses. D'une part, la création d'un fichier national pour recenser les agréments de nos familles d'accueil en France, puisque actuellement,
une famille d'accueil qui aurait commis des actes de maltraitance sur un enfant qui se serait vu retirer son agrément n'a aucune difficulté à aller en redemander un autre dans le département voisin, puisque les départements ne communiquent pas entre eux. Là est tout le problème. On va y revenir d'ailleurs sur ce problème de décentralisation. C'est vrai que la création de ce fichier national des agréments pour nous est une revendication qu'on porte depuis très longtemps d'ailleurs. Donc c'est une bonne chose, c'est une avancée, en espérant par contre qu'il y ait les moyens financiers pour l'administrer, ce fichier derrière. Et puis la deuxième proposition qui est très intéressante selon moi, c'est le droit fait aux parlementaires de pouvoir se rendre de manière inopinée dans les lieux de placement, ce qui leur était refusé jusqu'à présent, ce qui permettra par ailleurs une meilleure formation de nos élus sur le sujet et peut-être un meilleur repérage aussi des situations de violence institutionnelle dans leur territoire. Malheureusement, on n'a pas obtenu gain de cause sur le placement d'enfants à l'hôtel. Je rappelle qu'entre 7 500 et 10 000 enfants par manque de place dans notre site, parce qu'il n'y a placés plus de place, dans des hôtels, sont livrés à eux-mêmes dans des hôtels. Personne ne vient vérifier ce qu'ils font, ils sont dans leur chambre d'hôtel, voilà. On ne sait même pas s'ils vont bien à l'école, rien n'est fait. Et puis cela a malheureusement eu des conséquences dramatiques. Moi, je pense à 2 jeunes à Orléans qui sont morts d'overdose seuls dans leur chambre d'hôtel parce que justement, il n'y avait pas de professionnels à leur côté et que leurs addictions n'ont absolument pas été traitées. Je pense à Jess, qui est un enfant placé des Hauts-de-Seine et qui a été assassiné dans l'un de ces hôtels. Mais on pourrait également citer le cas du petit Nour qui, à Paris, s'est jeté dans la Seine parce qu'il souffrait de cet isolement. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une interdiction ferme de ce type de placement qui est profondément maltraitant. Et nous n'avons obtenu qu'un encadrement, puisque si la loi est votée telle qu'elle, il sera encore possible en 2022 de placer des enfants dans des hôtels à titre dérogatoire pour une durée de 2 mois. Donc pour nous, c'est assez inquiétant que même là-dessus, sur un sujet qui pourtant est plutôt consensuel, personne dans ce pays mettrait un enfant seul, enfin, en tout cas son propre enfant seul dans un hôtel pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à ce que là-dessus, le gouvernement fasse preuve d'un peu plus de courage et puis surtout que les départements débloquent des moyens pour créer de nouvelles places. Parce que la réalité, c'est qu'on est dans cette situation aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de place dans le système de protection de l'enfance. Après le confinement, après la crise sanitaire, on a noté, et ça c'est le cas dans beaucoup de départements, une augmentation du nombre d'enfants placés. Ça explose. C'est le bon terme. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer que notre système de protection de l'enfance fonctionne puisque les délais d'attente sont extrêmement longs. Dans certains territoires, entre le moment où le juge des enfants ordonne le placement d'un enfant parce qu'il est en danger dans sa famille et le moment où le placement est réellement effectif, il peut se passer 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an d'attente durant lequel cet enfant restera au domicile familial où cet enfant continuera probablement même de subir des maltraitances. Donc il faut que la société prenne conscience que le système de protection de l'enfance est dans le même état aujourd'hui que le système de soins, le système hospitalier. Il ne peut plus protéger les enfants et donc ça nécessite des actions très fortes. En France, il y a environ 300 000 enfants qui sont pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, l'ancienne DAS. Plus de la moitié vivent dans des foyers. Sinon, vous le disiez, alors soit ils sont dans des familles d'accueil, soit ils sont dans des hôtels. Chaque enfant placé n'a pas le droit à la même protection sur l'ensemble du territoire français. C'est ce problème de décentralisation. C'est une des causes que vous défendez pour que ça redevienne finalement national et plus que ce soit décentralisé pour que chaque enfant puisse bénéficier d'une protection, on va dire, égalitaire. Absolument. C'est pour moi le problème majeur aujourd'hui dans la manière dont on pilote cette politique publique. Le législateur a fait le choix, dans les années 80, de décentraliser la protection de l'enfance, c'est-à-dire de retirer cette compétence à l'État pour la donner aux départements. Il y a 101 départements en France, il y a 101 politiques publiques différentes de protection de l'enfance. Un enfant placé n'aura pas la même qualité de protection, n'aura pas accès aux mêmes dispositifs et ne pourra pas avoir les mêmes droits en fonction de son lieu de naissance. C'est-à-dire que notre avenir aujourd'hui, quand on est un enfant placé à l'aide sociale à l'enfance, ne dépend que du lieu dans lequel nous sommes nés. Et ça, c'est dramatique. Un enfant qui va, par exemple, vivre à Paris pourra avoir accès à une prolongation de sa protection après 18 ans. Si vous allez 500 mètres plus loin en Seine-Saint-Denis, un enfant avec une situation similaire, lui, n'aura pas accès à cette prolongation de protection, par exemple. Voilà. Et ça, bon, des exemples comme celui-ci, on pourrait également en citer une multitude, tant ils sont nombreux. Et c'est pour nous très problématique parce que
que l'un des principes quand même de notre pays, c'est bien l'égalité. C'est ce qui fait partie de la devise nationale, c'est ce qui est affiché sur les frontons de nos bâtiments publics. C'est pas du tout le cas. Et cette égalité n'est pas effective pour les enfants placés. Voilà. Donc on appelle, en tout cas, c'est vrai que moi je demande à ce qu'il y ait une recentralisation de la protection de l'enfance. Pour moi, ça doit être une compétence régalienne. Elle doit avoir le même niveau d'importance que la justice, que la sécurité, que l'éducation nationale et que la santé. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut penser aujourd'hui la protection de l'enfance, mais aussi pour permettre une meilleure coordination des acteurs. Parce que l'une des aberrations, c'est que les départements, en effet, ne communiquent pas entre eux. Donc ça peut parfois conduire à des drames. Je pense ici à l'affaire de la petite Marina, qui avait été signalée dans plusieurs départements et qui, comme les départements ne communiquaient pas entre eux, ne se sont jamais informés les uns et les autres de la que situation. cet enfant était repéré comme en danger. Donc finalement, Marina est morte. Et donc on pourrait, en recentralisant, ça permettrait d'avoir aussi une prise là-dessus et de mieux communiquer, de mieux transmettre les informations. Par exemple, même aussi de mettre autour de la table l'éducation nationale, parce que les départements rencontrent énormément de difficultés à travailler avec l'éducation nationale, qui elle, dépend de l'État, et puis notamment aussi avec les services de soins. C'est-à-dire que la coordination sur tout ce qui, sur tous les interlocuteurs, sur tous les acteurs qui doivent travailler en collaboration autour d'un enfant, aujourd'hui ne se fait pas, pour ces raisons notamment. Un mot sur les éducateurs. Les éducateurs, on le ressent, vous êtes vous-même éducateur spécialisé. Vous l'avez vécu quand vous avez été dans des foyers. Alors, il y a bien sûr des éducateurs qui sont très bien, il faut le rappeler. Absolument. Et heureusement, ils sont là. Il y a des éducateurs qui finalement atterrissent un peu là par hasard et qui n'ont pas du tout été formés. J'imagine que quand le téléfilm est passé à la télévision, vous avez eu des témoignages d'enfants, d'anciennes enfants placés, mais aussi de collègues à vous, qui, eux aussi, manquent de moyens, aimeraient faire plus, aimeraient être mieux formés. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour ça, par rapport à ça? Parce que c'est aussi la base. Eh ben, on fait rien, justement, malheureusement. Moi, je pense que la situation des travailleurs sociaux en France est dramatique. En même temps, elle est à l'image de ce que peuvent vivre les enfants placés au quotidien. À partir du moment où on maltraite les professionnels qui s'occupent des enfants, on ne peut pas s'attendre à ce que la qualité de leur protection et de leur prise en charge soit correcte. Il faut savoir que quand on est éducateur spécialisé, on est déjà très mal payé. L'une des réalités, c'est celle-ci, et ce n'est pas sans conséquence puisque ça génère une forme de pénurie en ce moment. On a beaucoup de personnes qui ont un diplôme d'État du travail social, mais qui n'acceptent plus de travailler en protection de l'enfance parce qu'ils gagnent 1 400 € alors qu'ils ont un bac+3 et que leur responsabilité est éminemment importante. L'augmentation salariale que nous avons réussi à obtenir cette année, elle est de 2 centimes d'euros. Voilà. La reconnaissance après la crise sanitaire et le Covid, c'est 2 centimes d'euros. On a été exclus des mesures du Ségur. 2 centimes d'euros. Absolument. On a été exclus des mesures du Ségur de la santé, ce qui fait qu'on n'a pas pu bénéficier, comme les soignants, de l'augmentation salariale des 183 € qui leur ont été donnés. Il y a une grève mardi prochain. Il y a une grève, justement, pour dire stop, on arrête de maltraiter les professionnels de l'action sociale qui sont les remparts de cette société, qui contribuent à une meilleure cohésion sociale et qui, surtout, ont les mains dans le cambouis toute la journée pour gérer des situations absolument dramatiques. On arrête de dire, ou en tout cas de tolérer qu'un travailleur social puisse accompagner jusqu'à 60 enfants dans certains départements, que les diplômes d'État du travail social ne soient pas obligatoires pour exercer. Donc mardi 7 décembre, il y a une grève nationale partout en France où les travailleurs sociaux vont porter leur colère. Et vous y serez? Et évidemment, j'y serai, bien sûr, avec d'ailleurs l'association Repère, puisque nous-mêmes, en tant qu'anciens enfants placés, il nous paraît primordial de nous mobiliser pour soutenir les travailleurs sociaux qui nous viennent en aide et qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de remplir leur mission. Merci beaucoup Liès Loufoque d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de la protection de l'enfance et également chargé de campagne et de mobilisation au sein de l'association Repère, et vous manifesterez donc mardi 7 décembre. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans un instant, c'est la suite de Paris Direct, un nouveau journal avec Florent Odo.